Bonjour tout le monde, ici Thomas Fritsch. Voilà, on est ensemble de 11 h à midi dans le cadre du salon Movie Job pour une conférence qui porte sur l'authenticité, votre authenticité dans le cadre de vos recherches d'emploi, dans le but de vous permettre de comprendre quelle est l'importance justement d'être authentique, d'être vraiment vous-même dans les démarches que vous allez faire, dans les rendez-vous en ligne que vous allez voir aujourd'hui ou dans les démarches que vous allez faire après le salon. Et aussi pour vous donner des outils, notamment 3 outils que j'utilise personnellement dans mon programme d'accompagnement en coaching, qui vont vous permettre de mettre des mots sur votre personnalité, qui vont vous permettre de savoir comment parler de vous, vraiment de manière authentique, comment parler de vos forces, comment parler de vos faiblesses, sans avoir l'impression de vous trahir et de porter un costume et de répondre à des codes spécifiques dans le cadre d'un entretien d'embauche par exemple. Donc je remercie déjà le salon Movie Job pour nous avoir fait venir avec Yolande aussi Gaillard, qui est aussi sur le salon, que vous allez pouvoir voir au niveau des stands, qui a aussi une conférence il me semble qui va être vers les midi ou 14 h, donc allez checker justement aussi sa conférence qui est très intéressante parce qu'elle porte sur un outil qui va vous permettre de définir votre projet professionnel, ce qui s'appelle l'ikigai. Donc voilà, je vous invite vraiment du coup à y aller en complément de ma conférence, en sachant que les conférences seront revisionnables de nouveau après le salon, parce qu'elles seront sur YouTube, enfin elles sont déjà sur YouTube d'ailleurs. Donc on est sur un format un peu particulier parce que je ne vous ai pas en face de moi et j'essaie simplement de vous imaginer. Je vais par contre avoir vos commentaires, vos questions aussi sur le chat. Donc vous avez peut-être déjà remarqué que vous pouvez déjà poser des questions. Donc étant donné que je ne serai pas en direct, je vais pouvoir dès la première minute de la conférence, sauf réorganisation de Movie Job, donc là je ne m'avance pas trop, mais en toute logique, dès la première minute de la conférence, je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc je vais bien sûr les trier, les sélectionner et répondre du coup à celles qui me semblent pertinentes pour tout le monde. Évidemment, je reste aussi disponible sur mon stand après la conférence, donc à partir de midi. Évidemment, je vais quand même prendre une petite pause déjeuner, je ne sais pas quand, mais mettez-vous dans la file d'attente, histoire qu'on puisse échanger ensemble si vous n'avez pas eu les réponses à vos questions dans le chat. Et si vous avez du coup une problématique plus personnelle, je vous invite vraiment à bénéficier de ce coaching gratuit qui dure entre 10 et 15 minutes. La conférence maintenant, sans plus tarder. Donc on est là ensemble aujourd'hui pour parler d'authenticité. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté, à force d'accompagner du coup des personnes dans le cadre de recherche d'emploi, donc moi je suis coach en épanouissement professionnel et en transition professionnelle, donc j'accompagne des étudiants et des adultes salariés en recherche d'emploi ou entrepreneurs qui sont donc dans une démarche de recherche d'emploi ou de création de projets professionnels. Et je me suis rendu compte, notamment en université, parce que j'enseigne aussi en université, que beaucoup de jeunes ne se sentaient vraiment pas à l'aise, et même des adultes plus grands, ne se sentaient pas à l'aise dans le cadre d'une recherche d'emploi. Ça fait plusieurs années maintenant que je fais Movie Job et que j'observe aussi les gens entre 2 coachings donc sur le stand, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens aussi qui semblent pas être à leur place sur ce genre de salon. Et je me dis c'est vraiment dommage parce qu'en fait ce genre d'initiative c'est vraiment super. Alors pourquoi est-ce que globalement les gens ne se sentent pas à l'aise dans ce genre de démarche de contact professionnel ? Alors évidemment, ça dépend aussi de l'entreprise que vous allez rencontrer. Il y a des entreprises qui ont des codes, ont leurs propres codes et ont leurs propres attentes. Et il est juste à noter que du coup, que peut-être que vous ne correspondez pas à ces codes-là. Donc moi, ma politique, c'est si vous vous rendez compte que vous ne correspondez pas à l'entreprise et que vous n'êtes pas à l'aise avec le recrutement, avec ses méthodes, avec ses valeurs, eh bien, c'est de partir, c'est de ne pas commencer à enclencher un processus de rencontre. Ça ne sert à rien, vous allez être à un moment malheureux. Ça, c'est, on va dire, la première raison pour laquelle on peut ne pas se sentir vraiment bien avec un recruteur, parce qu'on n'est pas en phase. L'autre raison, au-delà des méthodes du recrutement, parce qu'il y a des personnes, en fait, des recruteurs ou des recruteuses qui sont très ouverts ou très ouvertes et qui ont une démarche très humaine, mais c'est le candidat qui se met dans une situation, dans une position qui le stresse lui-même ou elle-même. Pourquoi ? Parce que la personne, le candidat s'imagine, on va parler au masculin pour être plus généraliste, le candidat a tendance à se mettre dans une position dans laquelle il ne se sent pas en supériorité, il se sent plutôt en infériorité. Donc il y a un peu cette image du coup du recruteur qui est là et puis qui va vous assaisonner avec plein de questions et vous questionner comme dans un interrogatoire de police.
Vraiment, ça c'est la mauvaise manière d'appréhender un recrutement parce que vous y allez déjà avec la boule au ventre. Et donc c'est la raison souvent pour laquelle les candidats ne se sentent pas à l'aise, c'est parce qu'ils endossent un costume, ils se travestissent finalement, ils essaient de jouer un personnage qui semblerait correspondre aux attentes du recruteur et du coup dans cette démarche-là, ils ne sont plus eux-mêmes. Donc ils n'ont plus l'impression du coup de pouvoir parler d'eux-mêmes de manière franche, de manière authentique, et ils n'ont plus du coup l'énergie en fait, l'envie même de pouvoir parler d'eux, parce qu'ils ont l'impression de devoir parler d'un personnage qui n'est pas eux-mêmes. Donc moi je suis là pour vous dire, arrêtez ça. Arrêtez ça. 1. Sélectionnez les entreprises qui correspondent à vos valeurs, les entreprises qui semblent être justement en tout cas partager une vision commune. Donc pour ça, il va falloir que vous vous renseigniez. Parfois, ça demande justement aussi une ou deux démarches téléphoniques avant pour un peu sentir justement comment est l'entreprise et de vous présenter à les entreprises avec qui vous le sentez vraiment. Évidemment, parfois, il est nécessaire de passer un entretien d'embauche pour se rendre compte vraiment des valeurs de l'entreprise et de son état d'esprit. Mais faites absolument ce boulot qualitatif de sélectionner les boîtes dans lesquelles vous voulez aller postuler. Je dis boîte, ça peut être association, ça peut être structure publique, mais vraiment, faites ce travail-là avant. Pour moi, c'est aussi important de vous délivrer ce message parce que j'observe auprès des gens que j'accompagne qu'il y a vraiment un souhait relativement global, je trouve, c'est peut-être une vue de l'esprit de ma part, mais je trouve qu'il y a vraiment un souhait de faire évoluer les mentalités, de faire évoluer aussi les processus de recrutement et puis les relations professionnelles aujourd'hui. J'ai l'impression que les gens cherchent aussi de plus en plus d'humanité, de bienveillance du coup dans ces relations et on est vraiment un peu à un carrefour où on est encore un peu sur un ancien mode et puis en même temps les nouvelles générations et les personnes qui sont actives aujourd'hui recherchent quelque chose de nouveau, de différent et ces deux cultures, ces deux visions s'entrechoquent un petit peu. Donc ce que je vais vous proposer, c'est un pari parce que ça n'est pas encore totalement ancré dans la réalité. Tous les employeurs ne sont pas forcément dans cet état d'esprit-là, mais je peux vous garantir qu'il y en a de plus en plus. J'avais rencontré quelqu'un de la présidence d'un grand groupe d'assurance dans le Grand Est qui m'avait dit avoir switché le recrutement, être passé sur un recrutement lié à la personnalité et pas forcément sur la technique. Et ils avaient réduit leur turnover en s'intéressant vraiment aux individus qu'ils avaient en face d'eux, en cherchant vraiment à les comprendre. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à sélectionner des personnes qui correspondaient davantage à leur entreprise, plutôt que simplement sélectionner des gens qui avaient le bagage technique et l'expérience technique nécessaire. Alors il y aurait plein de choses à dire sur le sujet, mais c'est juste du coup pour vous dire que c'est déjà en place et que si vous faites aussi partie de ces gens qui voulaient un autre monde, qui voulaient voir de nouvelles manières d'interagir professionnellement, qui espéraient un nouveau type de recrutement, eh bien c'est à vous de l'incarner. N'attendez pas que ça se fasse, n'attendez pas que les recruteurs eux-mêmes et que les entreprises elles-mêmes changent leur état d'esprit, ça va être aux candidats aussi de montrer aux entreprises ce qu'ils attendent. Donc je sais que c'est quelque chose de risqué, je sais que c'est un pari, mais je peux vous garantir pour l'avoir fait personnellement et pour jouer la carte du franc jeu avec mes clients, avec mes partenaires clients, avec mes partenaires tout court, et puis aussi dans le cadre de certains contrats salariés que j'ai pu aussi avoir durant les dernières années, en parallèle de mon activité, je peux vous garantir que c'est systématiquement ça qui a fonctionné. Il faut vraiment oser être soi-même. J'entends souvent que des gens me disent voilà, mais moi si je suis vraiment moi-même, je vais passer pour un zarbi, je vais passer pour les gens vont me trouver bizarre, je vais pas coller au code. Je peux vous garantir que la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas bizarre. Vous êtes effectivement différent des autres personnes, mais c'est ce qui fait justement votre individualité. On est tous différents les uns les autres. Et dans le monde de l'entreprise, on a eu tendance pendant un petit paquet d'années à se fondre dans des moules. Et finalement, c'est comme s'il n'existait plus que 10 ou 15 moules dans le milieu de l'entreprise qui correspondent à 10 ou 15 personnages. Et en dehors de ça, il n'y a plus rien. Moi, je vous invite à montrer aux recruteurs qui vous êtes vraiment. Parce que si ça match à ce moment-là, avec le recruteur, c'est bingo. Imaginez que là, aujourd'hui, sur MovieJob, vous allez vous présenter auprès de l'entreprise en rendez-vous en ligne. À votre avis, combien de personnes est-ce qu'ils vont voir durant la journée? Juste pour information, quand avec Yolande on fait du coup les coachings sur place à MovieJob, on rencontre sur 10-15 minutes, sur l'ensemble de la journée, à peu près une quarantaine de personnes. Voilà.
Et on n'est qu'une seule personne par stand. Imaginez une entreprise, je ne sais pas du coup si sur MovieJob il y aura plusieurs personnes par entreprise qui pourront vous recevoir. Il faut imaginer qu'ils vont recevoir plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines de personnes dans la journée. Donc comment se démarquer, à votre avis? Eh bien, en étant différent. Ce n'est pas uniquement en collant aux attentes et au bagage technique du poste que vous allez vous démarquer. Il va falloir que le recruteur sente quelque chose de particulier. Il va falloir qu'il y ait une relation qui se crée, même à distance. Vous le savez très bien, en ligne, une relation peut se créer à distance. Vous ressentez quelque chose de mon énergie là, dans cette conférence. Donc, je vous invite à faire la même chose avec le recruteur pour qu'à la fin de la journée, il puisse se dire, bon, sur les 40 là que j'ai rencontrés, il y en a vraiment 3 ou 4 qui sont sortis du lot parce que je les ai sentis eux-mêmes, parce que je les ai sentis authentiques, parce que j'avais un véritable individu avec son individualité, avec ses différences en face de moi. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que ça suffit pour décrocher un boulot. Vous avez besoin quand même d'un minimum de bagage. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les recruteurs sont de plus en plus en train d'intégrer que la personnalité, l'authenticité de l'individu va leur permettre de bien comprendre qui ils ont en face d'eux et qu'ils ont peut-être intérêt à plus miser sur le potentiel de l'individu plutôt que sur ses acquis passés. Vraiment, de plus en plus de recruteurs sont dans cette logique-là. Je vous invite vraiment à le tester aujourd'hui, vous n'avez rien à perdre. Évidemment, faites en sorte d'avoir quand même, allez, on va dire au moins 70% du bagage nécessaire pour le poste. Maintenant, misez le maximum de votre énergie sur votre authenticité. Un point crucial du coup pour vous permettre de comprendre l'intérêt d'être authentique dans une démarche de recherche d'emploi, à votre avis, quel est l'élément final qui va inviter un recruteur à sélectionner tel ou tel candidat par rapport aux autres? Est-ce que c'est uniquement le bagage? La réponse, c'est le feeling. On est des êtres humains, on est en tant qu'humain une espèce sociale, c'est-à-dire qu'on a besoin des autres pour vivre, et ce qui va faire qu'à la fin, on va sélectionner une personne pour travailler avec nous, c'est si on le sent. Et vous allez pouvoir parfois vous retrouver, ça je l'ai vu chez de nombreuses personnes que j'ai accompagnées en coaching, des personnes qui, à bagage égal, se retrouvent du coup, à la fin du coup, au moment du recrutement, de l'entretien d'embauche, avec 3, 4, 5 personnes qui ont plus ou moins un bagage de même niveau. Ce qui va faire la différence derrière, c'est l'authenticité de l'être humain que le recruteur va pouvoir percevoir dans le cadre de l'entretien. Et est-ce qu'il va se sentir à l'aise avec cet être humain? Donc vous pouvez très bien être authentique et du coup avoir comme résultat que le recruteur ne se sentira pas à l'aise avec vous. Mais ça, vous ne pouvez rien y faire malheureusement. Et j'ai envie de dire, il vaut mieux le savoir dès l'entretien que finalement ça ne passe pas, plutôt que de prendre un boulot et de vous rendre compte au bout de 3 mois qu'avec votre manager, avec votre équipe, avec l'état d'esprit de l'entreprise, ça ne passe pas. Jouez la carte franc jeu, jouez la carte de l'authenticité tout de suite. Ça permettra du coup au recruteur de tout de suite vous sentir et de pouvoir faire un choix éclairé qui est autant bon pour lui que pour vous. Il faut que vous compreniez que le recruteur a besoin de pouvoir vous faire confiance parce qu'il va vous intégrer dans une équipe, il connaît plus ou moins les personnes qu'il a dans son équipe et donc il va jauger pendant l'entretien si votre personnalité pourrait coller avec l'équipe, pourrait venir en complémentarité éventuellement, pourrait s'insérer du coup dans l'état d'esprit de l'équipe. Donc si vous ne jouez pas franc jeu, malheureusement, il aura du mal à le sentir. Et il va finir par vous mettre de côté dans la sélection parce qu'il n'y aura rien qui sera vraiment ressorti du coup de votre communication. Donc ça, c'est juste pour ce fameux préambule sur l'intérêt du coup d'être authentique. Et là, je vous invite vraiment à faire le pari comme je le fais depuis 5 ans. Pour moi, ça fonctionne. Pour les clients que j'accompagne, ça fonctionne. Pour les étudiants que j'accompagne, ils sont heureux d'entendre cette vision un petit peu différente. Et ça fonctionne aussi. Donc, essayez-le aujourd'hui. Et n'hésitez pas du coup à revenir me voir pour me dire si ça a fonctionné, m'envoyer un petit mail, aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou autre, pour me dire du coup si ça a fonctionné. Je vais vous donner 3 outils qui vont vous permettre de pouvoir poser des mots sur qui vous êtes en tant qu'individu et savoir du coup comment en parler. Alors, je vais les faire afficher à l'écran. Moi, je vais les regarder aussi en même temps sur mon ordinateur pour pouvoir vous en parler parce que il y a 1 ou 2 outils qui sont un peu complexes. Et donc on va essayer de voir ça de manière relativement synthétique. Si vous avez des questions par rapport à ces outils, n'hésitez pas du coup à venir me rencontrer sur le stand pour qu'on puisse en discuter de manière plus personnelle et voir justement ce que ces outils peuvent dire de vous. Alors le premier outil, c'est
Les archétypes, les 12 archétypes de Jung. Alors Carl Gustav Jung, c'est un psychiatre qui a énormément influé sur la psychologie, on va dire, des profondeurs. Donc c'est quelqu'un qui a notamment développé une vision de l'individu sous la forme d'archétypes. Les archétypes, c'est quoi? Là, je vais vous en présenter 12 et je vais vous les expliquer. Ce sont 12 archétypes que vous allez retrouver dans la majorité des cultures dans le monde. Je vous laisse déjà un petit peu jeter un œil aux différents noms de ces archétypes-là. En fait, comment comprendre du coup cet outil-là? Vous avez le cercle au centre qui présente 4 moteurs universels que l'être humain, ce sont des buts que l'être humain poursuit finalement dans sa vie. Généralement, c'est inconscient, évidemment. Mais globalement, n'importe quel être humain veut à un moment laisser une trace avant de mourir, veut se connecter à d'autres personnes que lui, veut participer plus ou moins à structurer ou cadrer le monde, à participer à faire évoluer en fait sa forme, la forme qu'il a, ce monde-là. Et puis, il cherche aussi du coup le bonheur. Chaque personne, qu'il le sache ou pas, inconsciemment, poursuit un but de spiritualité aussi, de bonheur intérieur. Et donc, juste pour vous expliquer, là, ce que je vous invite à faire, c'est déjà à sentir si vous vous retrouvez intuitivement dans un de ces 12 archétypes. Parce que si vous vous retrouvez dans 2 ou 3 archétypes principalement, donc des archétypes qui sont dominants chez vous, vous allez pouvoir identifier les forces et les faiblesses de cet archétype-là, ou de ces archétypes-là, et utiliser ces mots pour parler de vous au recruteur de manière authentique. Alors, le rebelle, pour commencer en haut à droite, c'est un archétype de quelqu'un qui est très axé sur justement la rébellion, sur un peu la révolte, l'anticonformisme, qui aime faire les choses à l'envers ou à contresens. Le magicien est quelqu'un qui aime transformer les gens, qui aime transformer, voir des projets se transformer, qui aime des processus de transformation, voir les choses passer d'un état A vers un état B. Et donc c'est quelqu'un qui aime agir, qui aime voir l'action, qui aime voir des actions concrètes. Le héros est plutôt quelqu'un qui est dans une notion de fiabilité, de solidité, de maîtrise, de compétence, quelqu'un sur qui on peut compter. C'est pas pour rien qu'il y a une image de pompier. Vous voyez, la personne forte. Quand on passe sur la connexion aux autres, l'amoureux est quelqu'un qui va se connecter aux gens de manière particulièrement intime, plutôt en individuel ou dans des petits groupes, plutôt à l'aise dans des petits groupes, et qui va savoir rentrer en profondeur ou aimer rentrer en profondeur du coup dans la connexion avec les gens, qui va peut-être même avoir le sens un peu du romantisme, qui va avoir certaines valeurs très profondes du coup dans l'engagement qu'il a avec les gens. Le fanfaron est quelqu'un qui va être plus sur la jovialité, sur la sociabilité, sur l'humour, sur la drôlerie. Il tournera tout en dérision, c'est quelqu'un qui amuse la galerie et qui sait parler un petit peu à tout le monde et aussi face à des grands groupes. Je précise juste là, à ce stade-là, que évidemment, chaque archétype a ses avantages, a ses forces et a ses faiblesses. Donc vous pouvez commencer déjà à imaginer, par exemple, que le fanfaron, par rapport à l'amoureux, va avoir la facilité de parler à plein de gens, et de s'intégrer du coup dans des groupes facilement, mais aura peut-être plus de mal à faire ce que fait l'amoureux, c'est-à-dire à rentrer plus en intimité avec les gens, en individuel. Et l'amoureux, ça va peut-être être l'inverse. Vous voyez? Donc chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Il n'y a pas de meilleur archétype que d'autres. Le conventionnel, si on continue, le conventionnel, c'est quelqu'un qui, comme le dit finalement le terme, est plus raccord avec les conventions, cherche à respecter certains cadres, certaines conventions sociales notamment, et qui va s'insérer dans des groupes ou qui va se lier aux gens au travers justement des conventions. C'est quelqu'un qui va être respectueux, ça va être le bon citoyen, le bon voisin, le bon collègue, le bon copain. Voilà, quelqu'un qui ne va pas faire de frasques et qui ne va pas dépasser les lignes non plus. L'ange gardien est quelqu'un qui est très porté sur l'altruisme, sur le service aux autres, qui va chercher à protéger les gens, qui va vraiment être au service des autres, parfois va avoir tendance à s'oublier lui-même. Le dominant, j'aime pas trop le terme, mais c'est quelqu'un qui a vraiment la capacité à fédérer des gens dans le cadre d'une communauté, donc qui aime avoir aussi d'une certaine manière le contrôle ou le pouvoir sur cette communauté-là, mais surtout ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir fédérer. Donc typiquement des managers, des mamans ou des pères, maman poule, papa poule, qui ont vraiment à cœur de solidariser la famille, vous voyez, c'est cet état d'esprit-là. Le créateur est quelqu'un qui est très porté justement sur la créativité, sur l'innovation, sur l'imagination. C'est quelqu'un qui aime imaginer des choses, faire des ponts entre différents sujets, proposer des idées. De là après à mener des projets, peut-être pas forcément, il est vraiment centré sur la créativité.
Encore une fois, moi je vous invite à imaginer vos 2 ou 3 archétypes dominants dans le cadre de cet outil-là, parce que vous ne vous retrouverez pas forcément que dans un seul archétype. L'innocent est quelqu'un qui recherche son bonheur au travers d'un équilibre, de bons comportements, au travers d'une certaine justesse, et donc qui va toujours être là en soutien des gens, qui va toujours être positif, constructif. Ça va être quelqu'un de très agréable, finalement, mais qui pourra peut-être parfois manquer de personnalité, qui va être peut-être un peu lisse par rapport à certaines personnes. Le sage est quelqu'un qui aime comprendre le monde, qui aime l'analyser et qui aime aussi transmettre, éventuellement vulgariser ce qu'il a compris du monde aux autres. C'est pour ça qu'on a plus ou moins l'image d'un vieil enseignant, par exemple, qui va vous délivrer son savoir. Et enfin, l'explorateur est quelqu'un qui aime explorer le monde, qui aime vivre des expériences nouvelles, qui aime faire des projets, qui aime se mettre dans plein d'actions différentes et qui est en fait en recherche d'une certaine liberté. Par contre, la difficulté, c'est peut-être qu'il va avoir du mal à se poser. Voilà pour les 12 archétypes. Donc, mettez en pause la vidéo plus tard si vous avez envie de vraiment réanalyser du coup cette roue des archétypes. C'est une roue que j'ai traduite de l'anglais de je ne sais plus quel blog, donc je remercie du coup le blogueur qui a fait qui a mis à disposition finalement ce schéma-là, que j'ai repris de manière graphique pour que ce soit un peu plus lisible et en français. Merci beaucoup. Donc, identifiez vos 2 ou 3 archétypes, posez par écrit les termes qui sont liés à ces archétypes, force et faiblesse, et déjà ressentez si ça vous parle, si ça parle bien effectivement de vous. Et entraînez-vous du coup à parler de vous, pas en disant je suis plutôt du genre rebelle et du genre fanfaron et du genre ange gardien, mais j'ai un état d'esprit très protecteur. Je suis quelqu'un qui va être très au service des autres, je suis quelqu'un qui sait mettre de la jovialité dans un groupe, mais je suis aussi quelqu'un un peu anticonformiste, je cherche du coup à révolutionner les idées, à révolutionner les concepts. Vous voyez, utilisez les termes associés à ces fameux archétypes pour parler de vous. Deuxième, donc j'enchaîne assez rapidement pour pas que la conférence dure trop longtemps. Deuxième outil, les intelligences multiples. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler des intelligences multiples. C'est la théorie de Howard Gardner, qui est un psychologue américain, il me semble, qui finalement s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que l'intelligence analytique ou logico-mathématique qui existait. C'est l'intelligence sur laquelle se base principalement l'éducation nationale sur son format d'éducation, notamment aussi avec l'intelligence verbo-linguistique que vous trouverez sur la partie gauche. Mais en fait, il y en a 8 ou 9 autres. Voilà. Donc, moi, je vous invite à identifier dans cette liste d'intelligences quelles sont les intelligences dans lesquelles vous vous retrouvez principalement. En fait, il faut comprendre les intelligences de cette manière-là. C'est un fonctionnement naturel que vous utilisez pour appréhender et interagir avec le monde et les autres. Donc, je vous prends l'exemple, je ne vais pas forcément vous les faire tous, mais l'exemple du naturaliste, ça c'est vraiment 5-10% de la population qui se retrouve là-dedans, c'est quelqu'un qui va vraiment ressentir une connexion particulière avec la nature et qui va du coup particulièrement la comprendre. On ne sait pas forcément comment ça fonctionne, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des personnes qui comprennent mieux la nature et les écosystèmes versus des personnes qui comprennent mieux les êtres humains et les interactions sociales. Voilà. Là, par exemple, on se retrouvera plus dans l'intelligence interpersonnelle en bas, des personnes qui sont plus axées sur la communication et l'interaction avec les gens, et ça se fait de manière très naturelle. Donc là, moi, je vous invite à identifier ce qui vous est justement particulièrement naturel. Encore une fois, on ne cherche pas à identifier quelles sont les intelligences les mieux cotées, mais vraiment celles qui vous correspondent pour pouvoir parler de vous de manière authentique et identifier vos forces. En combinant les archétypes et en combinant vos 2 ou 3 profils d'intelligence, parce qu'évidemment il y a toujours un mix chez chacun d'entre nous, vous allez pouvoir identifier le type de poste, le type de mission qui vont particulièrement bien coller à votre fonctionnement naturel, à vos atouts. Et vous allez aussi pouvoir identifier le type de mission, le type d'entreprise qui ne sont pas faites pour vous, étant donné vos faiblesses, parce qu'évidemment, chaque mix d'intelligence va aussi avoir ses faiblesses. Vous prenez par exemple l'intelligence corporelle kinesthésique, c'est quelqu'un qui a besoin d'être très dans le mouvement, très dans l'action, et qui du coup va avoir beaucoup de mal à se poser derrière un bureau toute la journée. Donc force, mais faiblesse aussi. Donc
Je vous invite à venir me voir à un moment si vous avez des questions sur ces intelligences-là. Vous allez trouver plein d'informations sur Internet. Là, c'est vraiment une introduction. Il suffit de taper intelligence multiple et je crois que c'est le site, c'est .org et vous trouverez du coup vraiment une explication pour chaque intelligence. Identifiez vraiment vos 2 ou 3 profils d'intelligence. Et enfin, je vous donne un troisième outil. Alors, c'est un outil que j'utilise. Donc, encore une fois, je vais le faire apparaître à l'écran. Que j'utilise pour aider les personnes à comprendre quelle est leur position dans un groupe. C'est systématiquement une question qu'on va vous poser à un moment en entretien d'embauche et qu'il va falloir que vous sachiez argumenter finalement. Donc, le petit image que vous voyez là à l'écran présente 4 positions. 4 positions classiques qu'on voit dans un groupe. Même finalement 5 parce que la 2, je la divise en 2 parties. Vous allez comprendre. La 1, c'est la position des gens qui n'aiment pas être dans le groupe, qui ont vraiment presque une phobie sociale ou alors qui sont vraiment à l'aise en étant seuls et à travailler du coup de leur côté. Donc évidemment, ça va donner lieu à des métiers qui ne sont pas du tout les mêmes que quelqu'un qui se retrouve du coup vraiment bien dans le groupe comme le 4 ou comme le 3. Donc la position du 1, d'un point de vue de la société d'aujourd'hui, c'est la plus compliquée à assumer parce qu'on est quand même une société qui pousse les gens à travailler ensemble. Donc pour des gens qui sont vraiment en 1, ça va être des gens qui vont se mettre dans leur coin, peut-être en tant qu'artisans, en tant que chercheurs, à travailler du coup de leur côté et à éviter de se mêler à la foule. Ça a aussi ses avantages parce que c'est des personnes qui peuvent se concentrer et vraiment être centrées sur ce que eux veulent et produire vraiment un résultat qui leur corresponde à eux, sans tenir compte des autres. Le 2, alors le 2A, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à rentrer vraiment dans le groupe, qui va être bien plutôt un peu comme l'amoureux, comme les archétypes là, de l'amoureux, qui va être bien avec 2-3 personnes dans le groupe. Et typiquement, à la fin d'un travail de groupe, au bout de quelques semaines, c'est quelqu'un qui va particulièrement bien connaître 2 ou 3 personnes, mais pas plus. Donc ça peut aussi être un bon exécutant, comme ça peut être un bon observateur du groupe qui va pouvoir relayer des informations à l'ensemble du groupe parce qu'il sera resté en périphérie et aura pu observer. Ça, ce sont les forces du 2A. Le 2B, par contre, est aussi en périphérie du groupe, mais par contre plus pour le manager, plus pour le gérer. Donc c'est quelqu'un qui ne se fond pas trop dans le groupe, qui a 2-3 bras droits du groupe pour lui permettre de mieux comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et qui va du coup développer des stratégies pour mener le groupe de loin. Puis, typiquement, ça va être le ou la PDG. Le 3 est quelqu'un qui sait, une fois qu'il est à l'aise avec les gens, qui sait se mettre du coup dans le groupe et qui va être à l'aise avec le fait de discuter avec plein de personnes différentes sans pour autant être au centre de l'attention. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir du coup aussi bouger dans le groupe et aller rencontrer un peu tout le monde. Donc typiquement un coordinateur, un fédérateur, un référent, éventuellement chef de projet ou assistant de chef de projet, mais plus dans des postes de type coordination, par exemple, de projet. Et enfin, le 4, c'est quelqu'un qui, comme un animateur, comme un manager, qui va aimer être au centre de l'attention et ça ne va pas le déranger, ou un enseignant, et qui va vraiment pouvoir être en connexion avec tout le monde dans le groupe, sans pour autant peut-être justement connaître toutes les personnes du groupe de manière intime, ce que le 2 ou le 3 saura mieux faire. Alors bien sûr, vous pouvez vous retrouver dans 2 ou 3 positions aussi, enfin plutôt 1 ou 2 positions de manière récurrente. Donc évidemment, vous allez aussi jongler par rapport à votre position en fonction de comment vous vous sentez dans le groupe. Il faut savoir par rapport juste au 2A, donc la personne qui n'est pas trop à l'aise dans le groupe, qui reste en périphérie, qu'on est globalement tous comme ça, 90% des gens sont comme ça, dans le cadre d'un nouveau groupe. Parce que voilà, on met un peu de temps à faire confiance. La question c'est une fois que vous êtes à l'aise plus ou moins dans le groupe, est-ce que vous vous retrouvez plutôt dans la position du 2A, du 2B, du 4, du 3 ou carrément du coup du 1, à l'inverse. Voilà, je sais que ça a été rapide, mais ça vous permet déjà de mettre des mots sur quel genre de personne vous êtes et comment vous fonctionnez aussi professionnellement. Encore une fois, là, on va avoir un peu de temps pour répondre aux questions. J'en ai probablement aussi répondu déjà à certaines pendant la conférence et je suis encore une fois disponible cet après-midi. Mais vraiment, je vous invite à identifier quel genre de personne vous êtes et à construire des projets qui sont vraiment totalement adaptés à la personne que vous êtes. Pourquoi ? Parce que si on veut justement un monde qui fonctionne différemment, de manière plus bienveillante et plus humaine, il va falloir que chacun d'entre nous le porte et on a vraiment l'occasion là, sur ce genre de salon, de montrer qui on est et de montrer ce qu'on veut pour la suite. Donc franchement, si j'ai juste une dernière chose à vous dire, c'est incarnez qui vous êtes et assumez-vous. Allez, à bientôt.